cette édition de l'actualité, la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sur le plan sécuritaire et socio-économique. Les chefs d'État des pays membres de l'espace G5 Sahel discutent autour de la question. La réunion élargie à l'Union européenne, l'ONU et l'Union africaine jettent les bases pour faire face à ce défi. À suivre le point des échanges dès le début de ce journal. Fin de mission pour les experts chinois au Burkina Faso. La délégation d'experts médicaux venus renforcer les médecins burkinabés dans la gestion du Covid-19 laisse des recommandations que nous découvrons dans ce journal. Également dans ce journal, la réponse du syndicat national des commerçants du Burkina à la grogne des commerçants des marchés secondaires. Le Sinakombe appelle de prime abord au calme et à la retenue et encourage une réouverture progressive des marchés. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Mais tout de suite, le dernier point de la situation du Covid-19 au Burkina Faso. 3 nouveaux cas, tous à Ouagadougou, 7 guérisons et aucun décès. Au total, 638 cas confirmés depuis le 9 mars 2020. 475 guérisons enregistrées et 42 décès. Depuis l'apparition du Covid-19, c'est une nouvelle donne donc dans bien de domaines. Les chefs d'État de l'espace du G5 Sahel se voient obligés d'adapter leurs actions dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité à cette nouvelle donne mondiale. Les impératifs sécuritaires dans le Sahel, dans un contexte nouveau lié à la pandémie, est donc au cœur de la rencontre au sommet du G5 Sahel élargi à l'Union européenne qui a lieu ce jour en visioconférence, dont voici les principales conclusions avec Ali Doubadini et Ernest Kambiri. Sur ces images, le président du Faso interagit avec ses homologues de l'espace G5 Sahel. Au menu des échanges de ce sommet qui se tient par visioconférence, la situation sécuritaire des États membres et du bassin du lac Tchad dans un contexte de Covid-19. Il s'agit pour Okmar Christian Kaboré et ses pairs de pousser la réflexion sur comment les pays membres du G5 Sahel peuvent-ils continuer aujourd'hui à lutter efficacement contre le terrorisme dans un contexte du Covid-19 qui impacte fortement sur la vie politico-socio-économique des populations. Nous sommes tenus de nous battre sur les deux fronts. Le front déjà de la sécurisation de la lutte contre le terrorisme doit se poursuivre, évidemment dans un contexte particulier. Mais en même temps, nous devons également nous mener le combat sur le front sanitaire. Il est évident que l'ensemble des actions ont des conséquences importantes au plan budgétaire, puisque je vous ai dit que les conséquences économiques sont certaines. C'est pourquoi, au-delà des efforts internes que chaque pays doit assumer, nous devons solliciter la communauté internationale pour pouvoir également apporter des appuis, aussi bien dans le domaine sanitaire que des appuis également financiers pour nous permettre de stabiliser le budget et de pouvoir continuer à financer un certain nombre d'objectifs. Donc je veux dire qu'on n'a pas de choix que de nous battre pour la survie dans tous les deux cas. Parce que ça devient une question de survie. Et pour lutter plus efficacement contre le terrorisme dans ce nouveau contexte de crise sanitaire, sans perdre de vue les défis de développement à relever, alors que le monde court vers une récession économique certaine, les chefs d'État ont insisté sur cette question essentielle qu'est la pandémie du Covid-19 pour les États membres. À ce rendez-vous de reconnexion, les chefs d'État ont évoqué sans réserve les conséquences multiples de cette crise sanitaire sur l'économie des États membres. La question de la pandémie demeure pour nous aujourd'hui une question essentielle. Et nous avons insisté sur le fait également que ça a des conséquences également sur des aspects démocratiques, puisque beaucoup de pays aujourd'hui, dans le contexte, doivent aller à des élections d'ici la fin de l'année. Ça a des conséquences économiques, puisque nous avons la baisse, comme nous l'avons déjà souligné, du taux de croissance. Nous avons des baisses de recettes, alors que déjà dans le cas de l'insécurité, nos pays consacraient entre 20 et 30% de leur budget à la défense nationale. Selon Okmar Christian Kaboré, ce dialogue entre chefs d'État du G5 Sahel devrait se maintenir
pour tous les 3 mois de manière à permettre de faire avancer un certain nombre de dossiers. Rendez-vous est donc pris dans 3 mois pour poursuivre les échanges entre le G5 Sahel et l'Union européenne sur des questions de sécurité, mais surtout de relance économique des États membres. Et avec plus de 3500 cas de Covid-19 enregistrés et une centaine de décès dans l'espace UEMOA, les dirigeants de l'Union conviennent de mutualiser les efforts pour aller vers des solutions communes qui devraient permettre de mieux relever les défis qu'impose la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Les grandes lignes du communiqué final avec Issa Kanana. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA saluent la réaction des États membres au lendemain du déclenchement de la pandémie du coronavirus. Appréciant les plans de riposte destinés à faire face à la progression de la maladie, à protéger les populations touchées et à limiter l'impact social de la crise sanitaire dans l'espace, ils saluent également les efforts déployés. La conférence rend un hommage appuyé aux professionnels de la santé en première ligne dans la lutte. Cette crise sanitaire affecte profondément les économies des États membres de l'UEMOA. Déjà, la situation macroéconomique de l'Union en 2020 est éprouvée. D'une prévision annuelle de 6,6%, elle connaîtrait une dégradation sensible avec notamment un taux de croissance moyen estimé à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points. Dans ce contexte, la conférence a évalué les ressources financières nécessaires aux États pour faire face aux besoins en équipement sanitaire, assurer une mise en œuvre effective des mesures sociales et relancer l'activité économique. L'évaluation de ces mesures s'élève à 5 285 milliards de francs CFA. Il en résulterait une aggravation du déficit budgétaire non compris pour représenter 5,5% du PIB contre 2,7% initialement prévu. Les chefs d'État notent avec préoccupation la situation alimentaire et nutritionnelle particulièrement difficile pour une certaine frange des populations de l'Union. Également consciente que les couches vulnérables sont très affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de la maladie, la conférence recommande aux États membres de mettre rapidement en œuvre les mesures d'atténuation. La conférence décide de prendre les mesures ci-après. 1. L'instauration dans le cadre communautaire d'une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union. 2. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies. 3. L'adoption d'une déclaration portant suspension temporaire de l'application du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. 4. La prise avec célérité de toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur nos populations et soutenir pendant et après la crise. Et face à l'escalade continue des actes terroristes et de banditisme contre les pays de l'Union, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA expriment leurs vives préoccupations. Ils affirment la détermination de leurs États à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Et un mot de l'actualité parlementaire dans ce journal et nous parlons renforcement de la productivité agricole avec les députés qui votent ce jour 2 projets de crédit et de prêt pour financer des projets dans le secteur agro-silvo-pastoral, des projets exécutés dans 4 régions du pays et qui devraient permettre de booster le développement dans le monde rural. Résumé de la séance plénière du jour à l'Assemblée nationale avec Urbain Benito Somé et Maïmouna Traoré. Les 61 votants du jour ont adopté à l'unanimité les 2 projets de loi. L'un portant autorisation de ratification des accords de crédit conclus entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement pour le financement du projet de résilience et compétitivité agricole PRECA, et l'autre portant autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu entre le Burkina Faso et le Fonds de l'OPEP pour le développement international pour financer le projet d'appui à la chaîne de valeur agricole. L'exécutif s'en félicite car la mise en œuvre de ces projets permettra d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Le premier va permettre à l'ensemble des producteurs cibles de pouvoir effectivement avoir
des investissements comme des comptoirs d'achat, des magasins de stockage, mais également des aménagements, à près de 3800 hectares d'aménagements de bas-fonds qui seront réalisés. Le deuxième, qui est un financement de la Banque mondiale et qui va réaliser de grands aménagements. Il y a près de 4500 hectares de terres qui seront aménagés par la maîtrise totale de l'eau. 50% de ces entreprises-là vont aller vers les femmes et les jeunes. Les préoccupations des parlementaires ont porté, entre autres, sur l'impact du Covid-19 dans la mise en œuvre des projets et les dispositions prises pour qu'ils profitent effectivement aux populations cibles. C'est des projets qui ont été constitués dès la base, au sommet. Mais également, il y a des comités de sélection, par exemple, des projets qui vont se mettre au niveau provincial et ensuite qui vont venir au niveau régional. Et à partir de là, que le travail va se faire de façon transparente avec l'implication des chambres nationales d'agriculture pour que, effectivement, ces bénéficiaires-là puissent être les mieux ciblés par rapport à ça. Et par rapport à l'impact du Covid, effectivement, avec cet enfant dans l'ensemble de ces bailleurs de fonds, nous avons eu vraiment l'accord pour qu'on mette en place notre plan de réponse afin de pouvoir vraiment mitiger les effets négatifs du Covid qui pourraient éventuellement impacter sur la production. Ces deux projets seront mis en œuvre dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Nord sur une période de 6 ans. Et sur tout autre registre, le vivre ensemble et la paix sociale mis à rude épreuve à l'Europénie, le ministre de la Sécurité plaide pour un dialogue pour apaiser les cœurs. Ousseini Compaoré invite les protagonistes à privilégier la voie de la sagesse pour le retour de la quiétude dans la localité. Précision Oumarou Sagnon, Romial Patrice Toui. Le ministre de la Sécurité, un médiateur dans la crise qui a opposé la chefferie coutumière gardée au Biré et l'église protestante évangélique de l'Europénie. Ousseini Compaoré a fait le tour des différentes parties pour concilier les positions. J'ai rencontré le roi Gan, avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai porté un message d'apaisement dans le conflit que vous connaissez. Et c'est une occasion pour moi de le remercier pour le travail d'apaisement que lui-même a apporté pour limiter l'étendue du conflit. À l'Européenie comme à Obirié, les différentes concertations ont permis aux principaux protagonistes de s'engager à ranger définitivement la hache de guerre. Le message a été passé, il a été entendu et le retour a été très positif. Le retour a été très positif et à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter sur des lendemains sombres. Le ministre de la Sécurité a par ailleurs invité les autorités religieuses et coutumières de l'Européenie à travailler main dans la main avec les forces de défense et de sécurité pour la bataille contre l'insécurité et le terrorisme. Autre actualité, si les délestages liés au pic de chaleur que connaît le pays en ce moment sont très peu perceptibles cette année au Burkina Faso, cela serait à mettre au compte du dévouement d'hommes et de femmes, comme c'est le cas à la centrale thermique de Komsiliga, qui travaille sans relâche pour assurer une fourniture continue du jus en cette période de forte consommation. Un dévouement que le ministre de l'Énergie salue sur place lors de la visite effectuée sur les installations de la centrale Nongbakuda. Vincent Kendreveogo pour les détails. Le ministre de l'Énergie a enfilé sa tenue d'électricien. Avec le directeur général de la Sonabel, Bachir Ismaël Ouedraogo fait le tour des installations de la centrale électrique de Komsiliga. Ici, des techniciens sont toujours à pied d'œuvre pour faire tourner l'usine 24 heures sur 24 et ainsi assurer la fourniture d'électricité, surtout à cette période de forte pression de la demande. Tous reçoivent les félicitations du patron. Toutes les critiques que vous attendez là, mettez ça sur moi. Moi, je vais récupérer ça et puis je vous laisse travailler tranquillement. OK? Voilà. Donc, vous avez beaucoup à faire ici. Vous avez du travail et vous le faites très bien dans le silence. Et ça, il faut le dire.
Selon le département de l'énergie, le Burkina Faso a réussi cette année le pari d'équilibrer l'offre et la demande en énergie. Et c'est grâce à une multiplicité des sources d'approvisionnement comme cette centrale dont la capacité de production est de 90 MW. Nous prévoyons d'ajouter au moins 50 MW ici pour pouvoir étendre la station. Nous avons en simultané, quand vous prenez la ligne du Ghana et de la Côte d'Ivoire, nous avons entre 200 et 250 MW que nous pouvons tirer. Vous avez vu la centrale d'Agrico qui est venue avec 50 MW supplémentaires. Et à Kosodo, il y a 50 MW qui va venir d'ici octobre. Vous avez les centrales solaires, pas a déjà démarré. Il y a Kodeni. Il y a un certain nombre d'investissements. Les projets Banque mondiale, Koudougou, Kaya, déjà octroyés, qui vont démarrer. Donc c'est pour vous dire, vraiment, nos équipes sont en train de faire un travail de fond, un travail de fourmi, et on a besoin de l'accompagnement de tout le monde. Le prochain grand défi pour le ministère, c'est l'accès universel à l'énergie au Burkina Faso. Le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo projette également de réaliser ce qu'il appelle la réserve froide pour limiter la dépendance du pays de l'interconnexion avec ses voisins. Une mission jugée fructueuse par la partie burkinabé car ayant permis un partage d'expérience et d'expertise dans la prise en charge du Covid-19. Les experts chinois venus en renfort aux médecins burkinabés sont en fin de séjour et avant de reprendre la route, ils font part de leurs recommandations dont nous faisons le point ici avec Vincent Kendrebego. Les experts médicaux chinois sont en fin de mission au Burkina Faso et c'est le moment pour les deux parties de faire le point de 2 semaines de partage d'expérience. Pendant ces 2 semaines, les médecins burkinabés et chinois ont eu des échanges et des discussions directes qui les ont permis de confronter les similitudes et les différences dans la gestion de la pandémie de Covid-19 en Chine et au Burkina Faso. Le Covid-19 dont l'évolution a peut-être déjà atteint son pic depuis le 20 avril dernier, selon les techniciens burkinabés. On s'acheminerait alors vers la fin de la pandémie au Burkina Faso, une tendance optimiste aussi observée par les Chinois qui soulève cependant des inquiétudes. Selon leur chef de la mission médicale, il est possible qu'il y ait un rebondissement de la maladie s'il y a un relâchement dans le respect des mesures sanitaires déjà prises, surtout avec la réouverture des marchés et la reprise des activités pédagogiques. Et puis le 35-35 reçoit de moins en moins d'appels, une situation qui pourrait confirmer la tendance baissière de l'évolution de l'épidémie au Burkina Faso, ou plutôt c'est parce que les citoyens burkinabés sont en crise de confiance due à quelques défaillances dans la communication qui ne sont plus promptes à se faire dépister. L'hypothèse n'est pas à exclure. La mission médicale chinoise fait donc aux autorités burkinabées, représentées par la ministre de la Santé, une somme de recommandations comme la protection et la motivation du personnel soignant. Ce que vous avez dit, c'est très pertinent. Nous allons essayer d'appliquer ce que nous pouvons appliquer dans notre contexte afin de pouvoir vraiment constater effectivement la prise des cas. La solidarité chinoise au peuple burkinabé va continuer à se manifester, voix de l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Li Jian. La Chine vient ici aider nos amis africains, justement pour sauver la vie. Rien d'autre. Mission accomplie et l'équipe médicale qui n'a pas eu le temps d'une virée touristique pour repartir tout en gardant d'une façon un souvenir de leur séjour en terre des hommes intègres. Et le quotidien des étudiants burkinabés dans les cités universitaires par ces temps de pandémie, ce sont de longues journées faites de divertissement et d'ennui aussi. Les étudiants n'oublient pas pour autant les mesures barrières contre le Covid-19, même s'il y a de la négligence dans le respect des consignes. Le confinement dans la cité universitaire de la Patte d'Oie à Ouagadougou, dans ce dossier que nous propose Vincent Kendrebego. Cité universitaire de la Patte d'Oie. Comment les étudiants occupent-ils leur quotidien au moment où les universités sont fermées? En cette journée de samedi, les jeux de société sont au menu. Vu qu'on ne peut pas sortir, donc du coup c'est compliqué. Donc on passe notre temps, on prépare rester en chambre, on descend une fois après la fermeture du restaurant universitaire, où que pas mal de personnes sont assises en train de jouer pour perdre un peu le temps, pour ne pas trop s'ennuyer en chambre. On s'assoit également pour jouer les jeux de Scrabble, des dames
Et puis après, entre 14h, 15h, 16h, on part jouer au football. D'ordinaire, ce temps libre était mis à profit pour une activité rémunérée. Mais pas possible en ces temps de confinement. Il y a des étudiants, on faisait des petits gombos, comme on a tendance à dire, des travaux pour gagner un peu d'argent pour mettre sur nous. Mais vu les problèmes du pays, si je peux me permettre de dire, tout est fermé. Donc du coup, voilà, c'est difficile, même si on sort, c'est pour juste acheter, se ravitailler des choses dehors et puis on rentre en cité. Et les études? On a tendance à bosser dans les environs de minuit en allant à 4h, 5h, comme c'est le mois des Ramadan. Voilà, d'autres se lèvent également à 4h pour bosser, parce que dans la journée, c'est compliqué de bosser. Du coup, il y a des voisins qui sont au balcon en train de jouer, d'autres écoutent la musique, donc du coup, c'est compliqué de bosser dans la journée. Ici, c'est une vie en communauté. Et on essaie d'intégrer les règles d'hygiène qui s'imposent en ces temps de pandémie du Covid-19. Avec le CNU et puis le comité des résidents, nous avons essayé d'élaborer certaines règles sanitaires pour pouvoir lutter contre la maladie du Covid-19. C'est en ce sens que vous voyez les caches et les lave-mains, les savons, pouvoir se nettoyer régulièrement la main pour éliminer le virus du Covid-19. Et au niveau du rue, il y a les distances de 1 mètre qui sont respectées. La distance d'1 mètre respectée, mais pas toujours, comme sur cette image filmée 3 jours plus tôt. Il y a d'autres qui croient à la maladie et puis il y a d'autres qui ne croient pas. Il y a d'autres, ces gens comme un réflexe quoi. Quand ils rentrent en même temps ils lavent les mains, mais par contre d'autres prennent ça en je m'en fous quoi. Voilà. Même au niveau des cache-nez, il y a eu un partage cache-nez au niveau de toute la cité. Mais vous remarquez que certains parmi nous, même moi, je n'ai pas porté. Et pourquoi tu n'as pas porté ton cache-nez? On s'est dit que c'est ce qu'ils sont en train de dire. Il y a une négligence au fait. Il y a une négligence. Une négligence, mais dès ce lundi, le port du masque devient obligatoire et cela est ici rappelé à tous les étudiants de la cité. Manifestation de commerçants des marchés hier secondaires pour la réouverture de leur lieu de travail. Le syndicat national des commerçants du Burkina appelle à la retenue. Le Sinakombe, qui dit avoir pris toute la mesure de l'impact de la fermeture des marchés, plaide pour leur réouverture progressive tout en intégrant le respect strict des consignes barrières contre la maladie à coronavirus. La substance de la déclaration du syndicat avec Souleymane Sanou, Gérard Sommet et Sébastien Zongo. Ce mardi matin, les usagers n'avaient pas la route pour joindre l'échangeur de l'Est à l'hôpital Yalgado Ouedraogo en passant devant la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Comme la veille, à Nabiyar et à Sankariar, c'est une manifestation de commerçants qui barrent le passage pour réclamer la réouverture du marché du Dassasgo, fermé avec plusieurs autres depuis une trentaine de jours en application des mesures contre la propagation du coronavirus. C'est dans ce contexte que le syndicat national des commerçants du Burkina fait cette déclaration. Nous, syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe par ma voix, plaidons pour la réouverture progressive des différents marchés EIA sur tout l'étendue du territoire, tout en tenant compte des dispositions nécessaires pour le respect des gestes barrières au Covid-19. Le Sinakombe invite les autorités à prendre des mesures adaptées pour la reprise d'une vie normale dans les prochains jours et à faciliter le financement des petits commerçants pour la relance économique. Ceux qui se plaignent, ils ont raison parce qu'ils sont rentrés, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus rien. Mais il faut les faire comprendre aussi. Donc c'est l'objectif de notre présence pour réunir et demander aux gens de se calmer, que le syndicat va parler pour eux. Et comme le syndicat a parlé, nous souhaitons que Dieu touche les cœurs et que les gens comprennent et qu'on se donne les mains pour fédérer les actions pour un développement durable. Le Sinakombe invite encore les autorités à la transparence et à l'impartialité dans l'allocation des aides sociales destinées aux personnes vulnérables. Un autre mouvement d'humeur à Kaya, où les déplacés internes dénoncent une mauvaise gestion dans la distribution des vivres à eux destinés. Ils expriment leur mécontentement aux autorités communales qui promettent des investigations pour situer les responsabilités
et prendre des sanctions à l'encontre des auteurs éventuels d'actes illicites. L'ambiance à Kaya ce matin avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. La mairie de Kaya, envahie par les déplacés internes, privée de nourriture depuis près de 5 mois, ces personnes démunies sont venues manifester leur mécontentement aux autorités communales. Ils dénoncent la mauvaise gestion dans la distribution des vivres. Vraiment, il y a des gens qui sont là depuis 5 mois et qui n'ont rien reçu pour le moment. Pourtant, d'autres en ont reçu 2 ou 3 fois. Nous ne sommes pas venus ici pour manifester contre le maire, mais pour que le maire soit notre porte-parole auprès de qui de droit pour que nous puissions. Cette situation suscite de l'indignation chez les élus locaux. Pour eux, un tel acte à l'endroit des personnes démunies est inacceptable. Ils promettent entreprendre des démarches afin de situer les responsabilités. Ils sont arrivés au bon moment. Moi, j'avais programmé dans la semaine-là de rencontrer toutes les structures chargées de la distribution des vivres, que ce soit le CODESUR, que ce soit le service de l'action sociale régionale ou provinciale, que ce soit le PAM. Bon, ce sont les 3 grands points de distribution. Chaque structure distribue à sa manière selon des listes. Pour voir d'abord si les listes-là, comment il arrive à gérer les listes pour les 3 points de distribution de vivres, pour qu'on essaie de s'accorder, pour qu'il n'y ait pas de doublons. Cette manifestation intervient dans un contexte de lutte contre le Covid-19 où des regroupements sont interdits. Mais pour se déplacer, la faim constitue un obstacle au respect des mesures barrières. Et des vivres et autres produits alimentaires de première nécessité pour les ménages vulnérables de la région du centre, c'est l'une des réponses du gouvernement pour contrecarrer donc les effets collatéraux de l'apparition du Covid-19 au Burkina Faso. L'opération se déroule ce matin sur 4 sites, à l'occurrence les enceintes de services sociaux, le point complet de la tournée de distribution avec Paul-David Bambara et Caroline Ouari. C'est l'une des œuvres du gouvernement contre les effets collatéraux de la pandémie du Covid-19. Cette séance de distribution de vivres concerne les ménages vulnérables de la région du centre. 4 sites, dont les services sociaux de Boulméougou, de Signoguin, de Nongromassam et de Saba, abritent les opérations. Aujourd'hui, nous venons distribuer sur la région du centre, ça veut dire les 12 arrondissements et les 6 communes rurales, à 9 501 ménages qui représentent à peu près 77 000 personnes de vivres pour le soutien à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Personnes du 3e âge, ménagères ou vendeuses des marchés hier, ces femmes subissent tous les chocs sur le plan socio-économique de l'apparition de la pandémie du Covid-19 au Burkina. Les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie, dont le confinement, représentent pour ces femmes un obstacle pour la quête de la pitance quotidienne. D'où le sentiment de soulagement qu'expriment ces bénéficiaires. Cette aide nous réjouit. Puissent nos donateurs avoir la force et le courage de poursuivre leur aide à notre endroit. L'opération de soutien aux personnes vulnérables est soutenue par divers partenaires sociaux, dont des associations et autres regroupements de personnes de bonne volonté. Ici, c'est le club des ressortissants du Liban et de la Syrie vivant au Burkina qui donne sa contribution. Et répondant à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement burkinabé, le groupe Sanofi offre plus de 2500 boîtes d'hydroxyde chloroquine pour la prise en charge des malades. Témoin du don, Souleymane Sanou à Christine Koulibaly. C'est là la manifestation de la responsabilité sociale du géant français de l'industrie pharmaceutique Sanofi. 2700 boîtes de plaquenine comme contribution à la prise en charge des patients atteints du Covid-19 au Burkina Faso. Comme vous le savez, l'État du Burkina Faso a décidé d'inclure l'hydroxychloroquine dans son protocole, dans le protocole de prise en charge du Covid, de la maladie à coronavirus. Et c'est dans ce cadre-là donc que Sanofi a bien voulu répondre à cette demande de l'État burkinabé. Une demande formulée dès les premières heures de l'apparition de la maladie au Burkina, le temps de trouver des solutions endogènes face à la pandémie. Le produit était disponibilisé
depuis, mais du fait de la fermeture des frontières, il fallait trouver les voies et moyens pour que le produit arrive. Le produit est arrivé. Nous voulons les remercier pour ce don qui va nous permettre de continuer la prise en charge de nos patients et de poursuivre nos recherches. La gestion de ces médicaments est confiée à la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. 2 respirateurs pour renforcer les capacités de prise en charge du centre hospitalier universitaire de Tangango. C'est le don de l'agence belge de développement au gouvernement burkinabé. Les appareils médicaux indispensables pour sauver la vie des cas critiques de Covid-19 sont réceptionnés en présence de Moussa Ouedraogo et Oumou Sissé. Au centre hospitalier universitaire de Tangango, seulement 7 lits sont équipés de respirateurs artificiels. Et c'est pour aider le gouvernement burkinabé à faire face à la pandémie du coronavirus que le Royaume de Belgique offre ici 2 respirateurs. Nous avons pu réorienter assez rapidement des fonds qui étaient destinés à un programme de santé et de reproduction au centre-est vers la réponse au Covid-19. Et avec cette réponse, cet appui à la réponse, nous pensons de pouvoir aider le Burkina tant au niveau national qu'au niveau régional, parce que l'appui sera encore aussi au niveau régional. 2 respirateurs qui viennent accroître les capacités de prise en charge du service de réanimation de l'hôpital. Nous savons tous aujourd'hui que la conjoncture internationale aidant pour avoir ce type de matériel, c'est très très difficile. Nous sommes très très contents ce matin de voir que nos capacités de prise en charge se sont agrandies. Le Burkina fait partie des 8 pays partenaires de la coopération belge sur les 14 à bénéficier des actions spécifiques dans le domaine de la santé. Des agences de voyage, les 13 gouverneurs des régions du Burkina et l'ensemble des hauts commissaires qui marquent leur adhésion à l'élan de solidarité nationale. Leurs soutiens financiers et en nature sont remis ce matin au département en charge de l'administration territoriale. Les détails de ces dons avec Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubega. Les 45 hauts commissaires du Burkina, solidaires du gouvernement. Ce 28 avril, leurs émissaires sont dans les locaux du ministère de l'administration territoriale pour remettre leur part contributive dans la lutte contre le Covid-19. 1 350 000. Oui, c'est une initiative prise par le haut commissaire du Burkina Faso pour apporter notre contribution à la lutte et aux efforts plus constants du gouvernement pour éliminer ou arrêter la propagation du Covid-19 dans notre pays. Après ces responsables administratifs, c'est au tour des 76 agences de voyage de remettre les contributions. Une contribution destinée à la prise en charge des déplacés internes. Ce don rentre en droite ligne de l'appel du chef de l'État. Nous avons donné 200 cartons de savon et 100 sacs de riz pour appuyer l'administration territoriale en faveur donc des couches défavorisées. Une série de dons accueillis à bras ouverts par le gouvernement. C'est un grand geste, nous les avons remerciés pour ça. C'est un élan de solidarité que nous tenons vraiment à encourager et saluer. Et à la suite des hauts commissaires, c'est les agents de voyage qui ont estimé qu'ils ne pouvaient pas rester en marge de cet élan de solidarité. Les gouverneurs des régions ont fait parler leur cœur en apportant également une enveloppe d'1 300 000 francs pour soutenir également la lutte contre le Covid-19. Outre les dons, la ministre déléguée à l'administration territoriale et à la décentralisation invite tous les acteurs à contribuer dans la lutte contre la maladie à Covid-19 à travers le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous allons maintenant à Sia pour une visite des nouveaux terrains d'entraînement du Racing Club de Bobo-Dioulasso et de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo par le ministre des Sports et des Loisirs. La première phase de la réalisation de ces infrastructures est bien appréciée par les responsables en charge du sport qui promettent s'attaquer à la suite. Précision Hassan Gourabou, Ali Traoré. Le RCB, le Racing Club de Bobo-Dioulasso et l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo, ont désormais chacun un terrain entièrement clôturé, situé respectivement à Bobo 2010 et au secteur 23 de la ville. 2 infrastructures dont la première phase d'exécution est achevée, ce qui vaut aujourd'hui la visite du ministre en charge des sports. Il y a 2 ans que nous sommes venus ici
pour résoudre en tout cas une équation qui opposait donc les clubs ASCB, RCB aux Cavaliers par rapport donc à l'hippodrome. Et lorsque nous avons fait le point en Conseil des ministres, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, nous a instruit de résoudre cette question-là le plus rapidement possible parce qu'il n'aime pas les questions de médecin après la mort. Les deux plateaux ont coûté l'ordre de 170 millions pour faire les deux clôtures, quoi. C'est en gros de l'ordre de 170 millions. Les deux clôtures achevées, il sera question pour les responsables en charge des sports d'attaquer la deuxième phase. Une phase qui va consister à l'aménagement des pelouses et à l'adduction en eau potable. C'est un grand honneur que le ministre nous fait de venir visiter le chantier, comment ça avance et voir si ces engagements qu'il avait pris de vive voix avancent. C'est une attention particulière pour notre région et pour les travaux qui ont été. Vous avez vu le chantier, il est nickel, il est visible de loin. Tout en félicitant le ministre pour l'effort déjà abattu, les acteurs du football bobolais souhaitent être associés à la deuxième phase du projet. Pour finir, nous allons en Côte d'Ivoire où Guillaume Soro est condamné à 20 ans de prison ferme et à plus de 4,5 milliards de francs CFA d'amende par le tribunal correctionnel d'Abidjan au terme d'une audience boycottée par ses avocats. Jugé pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, c'est une condamnation qui pourrait mettre fin aux espoirs de candidature de l'ancien chef de la rébellion ivoirienne pour la présidentielle d'octobre prochain. Fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée à tous et prenez soin de vous.